La première fois que j'ai compris que quelque chose n'allait pas, c'était pendant le service de nuit. L'hôpital de Whitecroft, sur l'île de White, surgissait de la brume comme une forteresse de pierre et d'ombre. Sa façade victorienne de briques rouges, percée de hautes fenêtres en arc, fermée par des grilles de fer forgé et envahie de lierre agrippée au mur, lui donnait l'allure d'un lieu abandonné, bien qu'une partie de l'établissement fût encore en activité. J'y avais été admis comme patient de longue durée, l'un parmi tant d'autres, et dès les premiers jours, les légendes de Whitecroft circulaient à voix basse. Bruits inexplicables dans les couloirs, silhouettes aperçues au bout des corridors, murmures dans les murs, patients affirmant que le bâtiment lui-même était vivant. Je n'avais jamais cru aux fantômes, jusqu'au jour où j'ai commencé à les voir. Tout commença une nuit particulièrement calme. Le service baignait dans une pénombre hésitante, seule une lumière fluorescente vacillante, dans un coin de la salle commune, tenant les ombres à distance. J'étais assis avec mon colocataire, Marc, un homme grand au visage émacié, nerveux, toujours en mouvement. Nous comparions nos observations des semaines précédentes, de petites anomalies au début. Une porte claquant sans raison, une ombre fuyant sur un mur. Mais cette nuit-là, le banal bascula dans l'impossible. Je levai les yeux de mon livre et je la vis. Une femme se tenait immobile au bout du couloir, vêtue d'une chemise d'hôpital délavée. Elle nous tournait le dos, mais sa présence pesait dans l'air, oppressante. Autour d'elle, l'atmosphère semblait plus froide, plus dense, comme si chacun de ses souffles exhalait du givre. Mon estomac se noua. Je ne parvenais pas à détourner le regard. Puis presque instantanément, elle disparut. Marc l'avait vue aussi. Il jura l'avoir aperçue exactement au même endroit, et l'espace d'un instant, nos regards terrifiés se croisèrent. Il n'y avait aucune explication rationnelle, aucun membre du personnel, aucune porte en mouvement. Seulement elle. Les jours suivants, les apparitions se multiplièrent. Toujours la même femme, parfois au bout d'un couloir, parfois sur le seuil d'une chambre, toujours immobile, toujours à observer. Un après-midi, Marc et moi, nous trouvions dans la salle de thérapie. La lumière du soleil filtrait faiblement à travers des vitres encrassées. Soudain, nous l'avons senti tous les deux, un murmure doux, semblable au froissement de vieux papiers émanant des murs. Ce n'était pas un langage, plutôt un souffle indistinct, montant et retombant au rythme de nos cœurs affolés. Nous avons passé des heures à parcourir les couloirs, cherchant l'origine du son. Rien, seulement ce froid persistant qui semblait nous suivre, et parfois le léger raclement de pas derrière nous, disparaissant dès que nous nous retournions. Nous avons commencé à tout consigner, remplissant des carnets d'observation, tentant de préserver notre raison. La situation dégénéra un soir où nous nous aventurâmes dans l'aile est, la plus ancienne de l'hôpital, en partie condamnée. Les portes épaisses Bill avaient la peinture écaillée, déformée par des décennies d'humidité. Les planchers gémissaient sous nos pas. L'air empestait le moisi, le désinfectant et une odeur métallique à peine perceptible. Nous traversions des chambres abandonnées, lits dépouillés, cadres boulonnés au sol, draps disparus depuis longtemps. Dans l'une d'elles, une chaise glissa toute seule sur le carrelage, grinçant violemment. Aucun de nous ne l'avait touchée. Un mouvement attira mon regard. Une ombre fila dans un angle lointain, une forme si humaine qu'elle me coupa le souffle. J'éclairai avec ma lampe, mais il n'y avait rien. Seulement du papier peint décollé, un radiateur rouillé et le sol nu. Plus nous avancions, plus les lumières vacillaient. Le faisceau de ma lampe trembla et je sentis les poils de mes bras se hérisser. Des pas se firent entendre derrière moi, légers mais délibérés, suivant notre trajectoire. Marc murmura qu'il avait senti quelque chose effleurer son épaule. Je n'osais répondre, craignant que ma voix ne me trahisse. Nous débouchâmes dans un couloir central dont le plafond s'était partiellement effondré. Des flaques d'eau reflétaient les luminaires brisés, projetant de longues ombres mouvantes sur les murs. C'est là que je vis le visage pour la première fois. Pâle, irréel, encadré de cheveux sombres, surgissant d'un angle du corridor. Les traits étaient au distordu, impossible à rattacher à un quelconque souvenir. Marc détala et je le suivis par instinct. Le couloir semblait s'étirer à l'infini. Des portes claquèrent les unes après les autres.
loin devant nous, en une succession rapide de coups sourds résonnant dans la pierre. Ma poitrine se serrait, mes poumons brûlaient sous l'assaut de l'adrénaline. Nous ne nous arrêtâmes qu'en atteignant la chapelle abandonnée. Les vitraux, autrefois splendides, étaient réduits en éclats, les bancs pourrissaient, affaissés. Un piano gisait sur le flanc, ses touches éparpillées. Le froid y était insupportable. Ce n'était pas seulement l'air, c'était une présence, lourde, insistante, qui nous écrasait. Dans un coin de la pièce, une silhouette émergea. Elle, la femme encore. Elle leva la main et j'aurais juré qu'elle nous faisait signe. Tout en moi hurlait de fuir, mais je restais figé. Les murmures revinrent, plus forts, résonnant dans les murs, le plafond, le sol. Ils semblaient nous encercler, s'insinuer dans nos crânes, une pression inéluctable. Nous reculâmes enfin jusque dans le couloir. Les lumières se stabilisèrent et pendant un bref instant, l'air devint immobile. Mais au détour d'un angle, les chuchotements reprirent, plus proches, les murs semblaient palpiter au rythme de nos battements de cœur. Les semaines suivantes furent ponctuées d'incidents similaires, surgissant sans prévenir. Un soir, seul dans la salle de bain, le robinet se mit à goutter de façon régulière, brutale, comme un métronome. Le miroir se couvrit de buée, bien qu'il n'y eût personne. Mon reflet ondulait étrangement, et je sentis une traction glacée sur ma manche, insistante. Une autre fois, Marc et moi étions dans la salle de loisirs. Les lumières clignotèrent, puis s'éteignirent, nous plongeant dans le noir. Des chaises s'effondrèrent avec fracas dans la pièce voisine. Lorsque nous éclairâmes l'embrasure avec nos lampes, il n'y avait rien. Pourtant, le bruit continuait, résonnant dans le couloir. L'expérience la plus troublante eut lieu dans la bibliothèque des patients. De longues étagères croulaient sous des livres oubliés, la poussière recouvrant tout. Nous classions d'anciens dossiers lorsque les ouvrages commencèrent à glisser seuls des rayonnages, s'écrasant au sol. Les pages frémissaient violemment. Puis un pas traînant s'approcha derrière nous. Marc se retourna et se figea. Je me retournai à temps pour voir une ombre se détacher du mur et passer près de nous, informe mais indéniablement humaine. L'hôpital avait cette capacité étrange à étirer le temps, à fausser la perception. Certaines nuits, les couloirs semblaient interminables, les pièces plus glaciales, les ombres plus oppressantes. La présence était patiente, méthodique, presque intelligente. Elle ne nous poursuivait pas ouvertement, elle observait, attendait, nous laissant nous enfoncer dans la peur avant d'agir. Peu à peu, nous avons discerné un schéma. Certains lieux étaient systématiquement actifs. L'aile et la chapelle, la salle de loisirs. Le reste de l'hôpital demeurait plus calme, sans jamais être réellement silencieux. Nous comprîmes aussi que nous n'étions pas seuls à ressentir la malveillance du bâtiment. D'autres patients rapportaient dans des phénomènes étranges, objets déplacés, murmures, silhouettes fugaces. Le personnel parlait d'imagination ou de stress. Nous savions que ce n'était pas le cas. Une nuit particulièrement tendue, nous décidâmes d'explorer le sous-sol. L'air se refroidissait à chaque marche de l'escalier, en colimaçon. Les tuyaux gémissaient. La poussière flottait, épaisse dans la lumière blafarde. Au bout du couloir, une ancienne réserve se révéla, porte entr'ouverte. À l'intérieur, des cartons de dossiers médicaux jonchaient le sol, papier jauni et friable. Dans un angle, une silhouette était accroupie. C'était elle, la femme recroquevillée, presque confondue avec les ombres. Lorsqu'elle se redressa, la pièce sembla se refermer sur nous. Les murmures envahirent nos esprits, une pression constante, impossible à fuir. Nous reculâmes lentement, sentant son regard peser sur nous, tandis que nous remontions l'escalier. À chaque étage, les chuchotements persistaient, s'atténuant à peine, tirant sur les bords de notre conscience. Même les jours suivants, les manifestations continuèrent, dans nos chambres, dans les espaces communs, dans les couloirs, toujours à des moments imprévisibles. Chaque vision, chaque bruit accentuait la tension. Nous ne fûmes jamais attaqués, jamais blessés, mais la peur constante nous rongeait. Chaque craquement, chaque goutte, chaque murmure faisait bondir nos cœurs. Whitecroft n'était pas simplement un bâtiment, c'était une archive vivante de la peur. L'histoire de souffrance, de négligence et de déclin s'était imprégnée dans ces murs, ces sols,
ses plafonds. Et il nous observait, nous, 2 de ses visiteurs les plus attentifs, toujours conscients, toujours en attente. À la fin de notre séjour, nous avions appris à nous déplacer avec prudence, à anticiper l'inexplicable. La femme apparaissait toujours. Les murmures persistaient, les ombres bougeaient lorsque nous ne regardions pas. Il n'était plus possible de balayer la réputation hantée de l'hôpital comme une simple légende. Nous l'avions vécue encore et encore, dans chaque salle, chaque pièce, chaque couloir de Whitecroft. Et même lorsque les lumières furent définitivement réparées et que le personnel poursuivit ses rondes, nous savions que certaines choses, certaines présences ne partaient jamais. Nous avons emporté cette certitude avec nous, chaque jour et dans chaque service de nuit, toujours à l'écoute des murmures, toujours conscients de la femme là-bas au bout du couloir.